chers téléspectateurs de Africa TV. Si la technoscience est, comme nous le connaissons, comme nous préjugeons quelquefois, une affaire de physique, de sciences, de mathématiques, de chimie, ou alors dans ce type de langage que d'aucuns appellent les sciences dures, nous voulons nous interroger ce matin pour savoir comment est-ce que les sciences humaines, comment est-ce que les humanités classiques et modernes s'approprient la technoscience comme outil de promotion de l'homme, comme outil de promotion de la personne humaine. Bonjour, professeur Mouchili. Bonjour et merci pour cette invitation. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, docteur Nigué. Bonjour, merci pour cette invitation. Renouvelée. Bonjour, professeur Menyomo. Oui, bonjour. Merci pour cette invitation. Merci les profs et docteurs. Nous allons discuter ce matin sur les humanités face à la technoscience. Et comme de tradition, je vais commencer par le docteur Nyege. Oui. Voilà, pour qu'il nous situe sur la thématique avant que nous entrions dans le débat. Merci, monsieur le directeur, de me donner la parole. Le thème qui nous est proposé est complexe, comme on peut déjà le voir. C'est un thème qui englobe beaucoup de notions, beaucoup d'écoles, beaucoup de philosophies, beaucoup de disciplines. Mais pour y entrer, il faudrait à la fois faire un déblayage sémantique et une historicité des notions. Alors, j'aurais bien voulu que la parole soit donnée en premier à mes supérieurs, mais comme le directeur a jugé qu'il me donne la parole, je la prends avec plaisir. Alors, par humanité, il faut entendre les arts, les lettres, les sciences humaines et sociales. C'est les humanités. Et par technosciences, il faut voir la jonction de deux disciplines, de deux importantes disciplines, à savoir la science et la technologie. La technologie. Alors, pour reprendre la notion des humanités, il faut remonter, peut-être redescendre à l'Antiquité. Pour nous arrêter précisément chez Cicéron. Chez Cicéron, dans son Pro-Accias, un commentaire qu'il fait au poème d'Accias, dont le statut de citoyen romain a été contesté, Cicéron vante les mérites du poète parce que le poète cultive la sensibilité, il éduque et c'est bon pour le civisme de la cité. Et ce qui va permettre aux Romains d'accepter Accias, qui était l'ami de Cicéron, de lui accorder le statut de citoyen romain. Ça veut dire que les humanités témoignent de ce qu'on n'est pas humain. On le devient par une certaine culture, par une certaine éducation. Or, il n'y a pas de meilleure solution, il n'y a pas de meilleur moyen d'éduquer à l'humanité que les arts et les lettres à l'époque de Cicéron. Alors, il faut savoir, enfin, peut-être qu'il faut rappeler que le terme humanité ou la notion des humanités a connu un cheminement historique parce qu'au départ, c'est le grec et le latin, les lettres classiques qui sont qualifiées d'humanité. Alors, au Moyen-Âge, c'est le trivium. Le trivium, c'est Boès qui établit cette distinction au 5e, 6e siècle entre le trivium et le quadrivium. Alors, le trivium fait partie de ce qu'on peut qualifier aujourd'hui d'humanité, même ce qui a été qualifié d'humanité. Le trivium qui comporte la grammaire, la dialectique et la rhétorique.
La rhétorique est l'art de la controverse. Donc, ça faisait donc partie déjà des humanités. Mais aujourd'hui, on entend par les humanités tout ce qui est trait, comme je l'ai dit dès le départ, à l'art, aux lettres, les sciences humaines et sociales, les humanités. Humanité, sans entrer dans des problématiques que cela engendre par rapport à la confrontation, à la rencontre, ou plutôt au dialogue avec les technosciences. On peut dire que l'ère des technosciences, ou plutôt la rencontre des humanités avec la technoscience a commencé il y a plus d'un demi-siècle avec Bouza, prêtre jésuite qui établit la concordance avec l'œuvre de saint Thomas d'Aquin et qui commence donc à entrer les données de la philosophie de saint Thomas d'Aquin, des index de saint Thomas d'Aquin informatiquement pour être plus accessible et plus simple à voir. Donc c'est à partir de là donc, que la rencontre des sciences humaines, des arts et sciences humaines avec la technologie va prendre son envol jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et cela pose tellement de problématiques que nous aurons le loisir de développer tout au long de cet entretien. Professeur Moucheli, est-ce qu'on peut dire que la technoscience s'est appropriée les humanités? Bon, disons qu'il devrait commencer par saluer le docteur Enyegue pour avoir planté le décor en allant chercher les origines de cette problématique dans la Grèce antique. C'était d'autant plus nécessaire qu'il n'avait pas besoin de croire qu'il fallait procéder par une hiérarchie en fonction des grades pour commencer à prendre la parole. Parce qu'il n'y a pas de pape en philosophie, il n'y a pas de pape en matière de connaissances. Bon, nous tous avons accès aux mêmes livres et au même titre que nous sommes capables de lecture. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de hiérarchie. Mais déjà, merci, je ne sais pas s'il y avait mieux que lui pour planter le décor. Mais ce qu'il doit dire, c'est que, bon, je ne veux pas aller aussi commencer à déterrer l'histoire, mais je vais commencer juste avec Auguste Comte, qui pense à un moment donné qu'il faudrait détacher la compréhension de la société de toute approche métaphysique, parce qu'il fait, quand il parle de ces trois états, c'est pour qu'on arrive à un niveau où la science commande l'appréhension qu'on veut avoir du fonctionnement de l'humain. Et c'est ça qui va inspirer quelqu'un comme Émile Durkheim, qui pense une autre approche de la compréhension de l'humain ou de la société. Et il va dire, à partir du moment où les faits sociaux sont des choses, il faudrait sortir des considérations métaphysiques et aller, à partir d'une observation participante, trouver l'homme là où il se trouve effectivement. Donc c'est un fondement fondamentalement phénoménologique, tel que l'aime le docteur Enyegue, et il aime bien se positionner par rapport à la phénoménologie. Bon, fondamentalement phénoménologique, il va nous situer sur l'homme. À partir de ce moment-là, on a l'impression que les sciences sociales qui naîtront, elles naîtront sous les cendres entre guillemets, d'une métaphysique qu'elles auraient mise à mort. Bon, mais on constate que en faisant de la recherche sur la connaissance de l'humain, une physique sociale qui est déjà recommandée à partir d'Auguste Comte, on va articuler connaissance de l'homme et progrès technoscientifique. Et c'est à ce niveau que j'embraye sur votre question pour dire que le décor est planté par Auguste Comte, Émile Durkheim, et on arrive à un niveau tel que c'est dans la promotion de l'approche technologique qui est déclinée à l'intérieur des biotechnologies, des NBIC, qu'on va désormais comprendre la réalité de l'humain. C'est-à-dire les fonctions biologiques qui commandent à l'expression d'un potentiel, d'une activité humaine qui diffère l'homme
de l'animal. Parce qu'on dira, l'animal est peut-être capable d'émotion, l'animal est capable de sociabilité selon que les animaux vivent dans des groupes. Et ça, c'est l'affectivité. C'est-à-dire le stade le plus primaire qui rend possible la mise en cohésion des groupes au niveau animal. Donc, il y a une organisation de vie à l'intérieur des groupes animaux. Mais seulement, l'homme, lui, il regroupe toutes ces caractéristiques, c'est-à-dire l'émotion, l'affectivité, la sociabilité, la pensée qui organise. C'est-à-dire, nous arrivons à un homme qui pense sa vie et vit sa pensée. Ce que l'animal n'a pas pu obtenir. Et on pense que cela doit être perçu à partir de la construction biologique qui est la condition matérielle sans laquelle l'expression d'une humanité en termes d'attributs qu'on nomme d'attributs vertueux caractéristiques de l'humain, il ne faut plus aller chercher dans l'observation participante de la sociologie, dans le contrôle de la façon de vivre d'un homme inséré dans une société, qui se mixe dans la société, et dont le retentissement existentiel est la résultante d'un moule dont la cohésion est telle qu'il ne peut vivre que comme les autres. C'est-à-dire, il ne peut pas échapper au groupe qu'il a fabriqué. Voyez-vous? Bon, et on croit à partir de là qu'on peut lire les comportements humains à partir des faits et gestes et des habitudes de chacun. Alors, quand j'agis, on peut attribuer ou bien on peut déjà définir mon origine qui serait les profondeurs du monde. Et quand le docteur agirait, on verrait l'homme d'union et sceau s'épanouir. Or, on constate très bien que les caractéristiques humaines, bien que pouvant être déterminées à un niveau par le groupe, peuvent aussi totalement échapper au groupe, parce que vous avez, quelqu'un a écrit à un moment donné, je suis noir, mais je ne mange pas le manioc. Oui. Oui, oui. C'est comme quoi, il y a une singularité le comportement humain n'est pas nécessairement lié à un principe d'hérédité. Ou bien de sociabilité. Oui, oui. Professeur Minyomo, pourquoi il aurait fallu désanimer l'homme pour en faire un objet de science? Oui, pourquoi aurait-il fallu désanimer l'homme pour en faire un objet de science? Je dirais tout simplement que il s'agissait là d'une préoccupation épistémologique dont le fil conducteur avait pour dessein primordial la saisie réelle du sujet, c'est-à-dire chercher à comprendre son modus vivendi et son modus operandi dans un univers précis. L'homme, considéré comme un sujet essentiellement complexe, n'est-ce pas, il aurait fallu que l'on examinât, n'est-ce pas, aussi bien son en dedans que son en dehors. Il s'agissait donc ici, à travers les humanités, de chercher à le démystifier ontologiquement, à marquer un temps d'arrêt sur la fracture ontologique qui a existé entre le sujet et l'objet. Cette tentative d'élucidation de l'être tel qu'il est ne constitue pas, n'est-ce pas, un moyen pour le décapiter, ou alors, n'est-ce pas, le déshumaniser. Mais il s'agit donc de chercher à comprendre comment, n'est-ce pas, se comporte-t-il, que pense-t-il, comment réagit-il et comment peut-il se projeter. Ce sont des débats qui ont fait pignon sur rue, n'est-ce pas, depuis l'Antiquité, comme l'a dit mon frère, le docteur Enyegué.
et qui ont perduré au niveau de, à l'époque médiévale, à la Renaissance, la modernité. C'est pour dire que, n'est-ce pas, il serait, alors il serait objectif, il a été objectif, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, saisir le sujet, de le confondre, n'est-ce pas, à l'objet, ou alors de le dématérialiser, pour mieux, n'est-ce pas, maîtriser les mécanismes de son fonctionnement, ou alors les articulations de sa projection ontologique. Comment peut-il, n'est-ce pas, désormais, réagir sous l'effet, n'est-ce pas, du techno-messianisme ou du techno-prophétisme? Est-ce que le sujet reste encore lui-même? Alors, est-ce que dans la pluralité, n'est-ce pas, il y a dilution du même ou de la mémété? Donc, voilà ce que je puis dire. Monsieur Menyomo, est-ce qu'en le faisant, on n'est pas resté dans des catégories, disons, acceptables? Et est-ce que ce n'est pas une paresse de la science de penser qu'on peut avoir des données fixes d'études de l'homme et de ne plus rechercher dans ses profondeurs? Est-ce qu'en le faisant, on n'a pas dénaturé, pas l'homme, mais l'étude à laquelle on voudrait parvenir? Merci mon cher frère Jacques. Mais c'est le vieux débat n'est-ce pas, qui a eu lieu, n'est-ce pas, entre les partisans d'une technoscience salutaire ou salutative et les métaphysiciens, la métaphysique. Effectivement. C'est pour ça que je vous ai parlé des fractures. C'est parce que là, il y a eu, n'est-ce pas, il y a donc tentative, n'est-ce pas, de désontologisation, synonyme, n'est-ce pas, de désarticulation même du sujet, puisque le sujet devient donc non seulement un objet fait, un objet agi, au lieu d'agir. Pourquoi? Parce que il est sous la coupole d'une arithmétique ontologique. Et cette arithmétique ontologique fait naître automatiquement sa déchéance ontologique. Vous voyez donc que sa catégorisation humaine est donc ravalée au caractère des Grecs. Le sujet donc devient un objet produit. C'est-à-dire que un objet qui, à partir de ce qui doit être, est désormais vidé de son contenu ontologique. Le sujet est donc considéré désormais comme un moyen et non une fin. À ce moment-là, naît donc ce que j'ai appelé la fracture. Parce qu'il serait absurde ou absconce n'est-ce pas, d'algorithmiser le sujet, de le machiniser et de le robotiser. Dans son essence, on devient donc désormais, n'est-ce pas, une sorte de défection et une sorte de machinalisation. Et à ce niveau donc, n'est-ce pas, il y a donc dilution de son essence et bafouement même de son être là qui, à cause des implications ou alors à cause du triomphe prétendument salutaire d'une technoscience qui voudrait, n'est-ce pas, penser son devenir à partir de son avenir. Professeur Bouchili, je suis obligé de revenir vers vous. Au-delà de la déchéance ontologique dont parle le professeur Menyomo, je voudrais me situer au niveau de la science elle-même. Est-ce que c'est intéressant pour la science d'essayer de stabiliser le sujet humain à un niveau selon des données arrêtées, sans s'efforcer tout le temps d'aller vers vers sa réinvention continuelle? Bon, il faut déjà dire que cette désontologisation est salutaire parce que il faut toujours salutaire pour qui?
pour l'entendement qu'il faut, c'est-à-dire pour la compréhension. Scientifique. Pour la compréhension. Non, pour tout le monde. Parce que l'ontologie est une étude de l'être en l'absence de l'être. C'est-à-dire, si on parle de l'ontologie comme étude de l'être en tant qu'être, ça signifie que l'homme pense qu'il est en mesure de saisir l'en soi des choses, ce qui est impossible. D'accord. Voilà. Donc l'ontologie, en elle-même, elle ne peut pas continuer à résister quand les sciences naissent et commencent à s'effectuer comme un processus de réalisation d'une perception ontologique qui ne nous donnait pas le sens même qu'on doit avoir de l'humain. L'ontologie qui naît en se fondant sur un principe c'est un principe dualiste où la perception spirituelle d'un aspect de l'humain fait la réalité de son essence, ne peut pas nous servir une bonne matière qui va vers la prise en charge de l'homme. Dans des places au professeur Menyomo, je vous en prie, oui, laissez-moi chuter sur la... Allez-y. Vraiment. Dans des places au professeur Menyomo, il se trouve que l'entrée en vigueur de la science nous a permis de voir à partir de la science qui va chercher à comprendre l'homme à partir de sa plus simple expression que Jacques Monod n'a pas totalement tort de penser l'homme comme une machinerie cellulaire, pourvu que cette machinerie cellulaire soit comprise comme l'enfermement de l'ensemble des potentiels humains qui se réalisent grâce aux stimuli sociaux et environnementaux. C'est pour dire que l'ontogénie ou l'ontogénèse devient ce qui succède à une ontologie qui veut penser l'homme comme un objet en soi dont on peut prélever la signification de cet en soi. Or, ce n'est pas possible. L'homme se réalise socialement et on constate que sa réalisation sociale est déterminée par un ensemble de prédispositions biologiques et qui peut se comprendre à partir de preuves telles que des maladies handicapantes qui feraient en sorte qu'un homme ne puisse pas se réaliser normalement. À l'instar de la trisomie 21 qui handicape nécessairement un enfant qui ne sera jamais capable d'être candidat à une élection présidentielle, par exemple. Professeur, peut-être vous, chez ceux qui ont la même maladie que lui. Je voulais rebondir. Professeur, si l'être se révèle... Ah, vous pensez que ceux qui ont la même maladie que lui peuvent constituer un pays et voter leur président? C'est ça que vous avez dit, hein? On peut aller au laboratoire et une république trisomique. Prof, il faut que je ne me perde pas, prof. Si l'être se révèle, oui, est-ce qu'il n'est pas intéressant pour la science ouais, de faire, j'ai envie de dire, du cas par cas, au lieu de rester sur des généralités? Non, c'est plutôt la métaphysique qui reste sur des généralités, parce qu'en métaphysique, on parle de l'homme comme s'il s'agissait d'un seul individu. L'homme est un animal politique. Cette proposition est fausse. Dès qu'arrivé au marché, j'ai rencontré un fou. Parce qu'on ne battra jamais campagne en regroupant les fous pour les appeler au vote. Parce que l'effort de la société, c'est de ramener le fou comme citoyen. Oui. C'est qu'on postule au départ, permettez s'il vous plaît, on postule au départ que ce à quoi nous aspirons, c'est de rendre l'homme politique. Oui. Ce à quoi nous aspirons. Oui. C'est pour ça que tous ceux qui sont malades, même ceux qui ont la trisomie 21 dont vous parlez, on essaye, autant que faire se peut, de les ramener pour en faire des êtres humains tels que nous pensons. Oui, oui. Mais le sens de ma question est celle-ci. Oui. Celui-ci. C'est que si l'être se révèle, oui, est-ce qu'il n'est pas intéressant pour la science de le laisser autant que possible se révéler pour avoir le maximum des manifestations de sa révélation, plutôt que de rester dans des symboles d'ordre généraux qui fausseraient même ce qu'est l'homme en réalité? Non, l'homme se révèle, comme vous le dites, à travers ses sciences. Parce que c'est le propre de l'homme
ce n'est pas le propre de tout existant. Ou alors, ce n'est pas le propre de la communauté des vivants. L'homme était un mammifère parmi d'autres mammifères, mais lui seul est capable de science. Donc, faire la science, c'est effectivement se révéler comme celui-là dont l'historicité consiste en la négation successive du déjà là, au profit. Heureusement, vous avez posé la question de aspire à. Donc ça veut dire que s'effectue historiquement. Et là, pour une fois, je suis d'accord avec vous. Et vous avez même été fantastique. Parce que vous utilisez les termes qui fondent la réalité de l'historicité de l'homme. Maintenant, les humanités doivent justifier pourquoi la prise en charge de l'homme par l'homme pour l'homme est une cause humaniste. Donc les humanités vont expliquer la nécessité pour l'homme de s'inventer à travers un humanisme qui ferait en sorte qu'on comprenne l'homme comme celui-là, qui pense que tout part de lui pour arriver à lui. C'est ça que je dois dire. Oui, oui. Merci pour ça. Docteur Niégué, Oui, est-ce qu'on peut démystifier l'homme? Démystifier Est-ce l'homme. qu'on y est parvenu? Parce que Votre question, j'en veux pour preuve l'étonnement même de l'homme au moment où on pense l'avoir saisi. Oui. L'avoir, Oui. j'ai envie de le dire en m'excusant, l'avoir matraqué. Oui. Oh oui. Il est certain qu'on ne peut pas démystifier l'homme. L'homme démystifié, ce n'est plus l'homme que nous voyons, que nous connaissons. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'homme reste un mystère pour lui-même et pour la société. Par conséquent, l'homme demeure une énigme, tant dans ses facultés que dans sa vie même. Dans sa vie même, l'homme ne peut pas... En même temps, l'homme ne doit pas être considéré comme un mythe. Comme simplement un mythe, même si ses origines veulent qu'il s'inscrive dans une historicité mythique, il ne peut pas simplement être considéré de façon imaginaire, parce que c'est une donnée à la fois biologique, empirique et spirituelle. Alors, l'énigme humaine demeure. C'est pour ça que il est toujours bon de ne pas prétendre à la maîtrise absolue, ou plutôt de ne pas s'imaginer qu'un jour on pourrait arriver à cerner l'homme de façon mathématique. Non, l'homme échappe à toutes les données et plus on essaie de le comprendre, plus on se rend compte qu'il y a toujours quelque chose qui échappe. Il y a toujours quelque chose qui échappe. Cependant, monsieur le directeur, je voudrais qu'on entre un peu plus dans les problématiques que soulève notre thématique. Monsieur le professeur Mouniomon a abordé un pan, voire il dénonce, ou plutôt il déplore, le risque de désontologisation de la réalité humaine. Et le professeur Mouchili dit que cette désontologisation de l'humain est nécessaire parce que c'est à travers peut-être les données technologiques que l'homme se révèle le mieux. Et je vous repose la question pour qu'en poursuivant vous parveniez à nous donner un éclairage là-dessus. Oui. Est-ce qu'en désontologisant l'être humain, on ne le stabilise pas? Selon une compréhension qu'on a au préalable. On croit pouvoir le, maîtriser. On croit pouvoir le stabiliser. Mais, comme je l'ai dit dès le départ, l'homme échappe à toute volonté de maîtrise par rapport à soi-même et par rapport à autrui, et encore moins par rapport aux données simplement technologiques. Alors,
il faut comprendre que la question des humanités face à la technoscience soulève des problématiques fondamentales. La première des problématiques qui s'impose ici est la scientifisation de la société et des disciplines de la société. C'est-à-dire, il faut que l'art, les lettres, les sciences humaines et sociales arrivent à s'arrimer à la donne numérique, à la donne informatique. Il y a là comme une volonté de phagocytose de ces sciences-là par une donnée principale qui est la digitalisation, l'informatisation, la scientifisation de ces disciplines fondamentales de la sensibilité humaine. Alors, le problème qui se pose, c'est en même temps que le chercheur en sciences humaines et sociales contemporain doit s'approprier ou est plutôt appelé à s'approprier des données informatiques, des données technologiques. Il y a une question qui ressort qui est celle de la transformation de ces disciplines-là, de la disparition même de ces disciplines-là. Et la question s'est soulevée après la Deuxième Guerre mondiale, était de savoir comment est-ce qu'on est parvenu à la décrédibilisation des arts, lettres et sciences humaines au profit de la mathématisation, de l'informatique, etc., etc. On va dire, quelle est la santé des arts, lettres et sciences humaines au moment de la digitalisation de la société, au moment à l'ère numérique, que deviennent ces données-là? Ça, c'est la première des questions. La deuxième question qui intervient est celle de voir combien il faut une certaine distance entre les données technologiques et scientifiques et les lettres et sciences humaines, dans la mesure où, et j'ai là en tête la problématique qui est débattue par Pierre Mounier dans les humanités numériques. Il aboutit à la conclusion selon laquelle il faut examiner avec sérieux l'hypothèse d'une incompatibilité radicale entre les humanités et l'informatique. Sa méthode, pourquoi? Parce que ce soit l'objet, la méthode ou le projet de recherche n'est pas compatible. Il faut réaffirmer l'irréductible incompatibilité de ces deux domaines pour préserver, on va dire, cette culture des humanités. Parce qu'à ce moment-là, au moment où nous sommes, au moment où nous vivons, il y a comme une crise de la sensibilité, une crise de l'humanité, une crise même de l'humanisme. Même s'il faut distinguer humanité et humanisme, il y a comme une crise de la sensibilité. Or, il n'y a pas de domaine où peuvent se cultiver la sensibilité, l'humanité, la sympathie que les arts et les lettres. Les arts comme la poésie, comme on a vu avec la dramaturgie classique, les grands classiques là qui allaient puiser dans l'histoire romaine pour nous faire revivre les passions et les vertus de la nature humaine. La problématique est là. Professeur Menyemo, quel sens donner aux sciences humaines, j'ai envie de dire, comme tout simplement notre thématique face à la technoscience? Est-ce qu'il faut redéfinir les sciences humaines? Oui, faut-il redéfinir les sciences humaines dans un contexte où le technoscientisme fait écho? C'est une question, selon moi, qui me semble parlante. Oui, je dirais que il est possible, d'une part, de
repenser un nouveau frais le sens réel à donner aux sciences humaines. Je vais abriter mon analyse sous le toit, n'est-ce pas, la trinité questionnante d'un philosophe comme Glauquin, qui demandait au sujet de l'essence humaine ce que nous sommes, d'où nous venons et où voulons-nous aller. À partir de là, nous pouvons comprendre plus tard, au XVIIIe siècle, n'est-ce pas, le sens de la troisième question parmi les quatre que Kant a voulu mettre en évidence au sujet, n'est-ce pas, de la signification même de l'homme. Que m'est-il permis d'espérer? Oui, parce que on constate donc que le sujet des sciences humaines qui cherche à comprendre l'homme, qui cherche à le démystifier, qui cherche à le saisir, qui cherche, dans une certaine mesure aussi, à prédire son devenir, son avenir ontologique, n'est-ce pas, ont pour finalité de nous dire exactement ce que c'est que l'homme. Est-ce que l'homme est ce sujet-là qui doit être pris en otage par la technoscience? Alors, c'est cette question qui, n'est-ce pas, conduit objectivement à la reprise en charge définitionnelle du sens réel à donner aux sciences humaines. Le sujet est certes un être ouvert, un être enclin à se technologiser, ou alors à subir, ou alors à mettre en pratique, n'est-ce pas, les effets laudateurs ou dithyrambiques des technosciences, mais il ne faudrait pas que son essence, ou alors son être là, soit édulcoré. Auquel cas, on aboutirait, n'est-ce pas, à une sorte de claustration, n'est-ce pas, de l'humain. Puisque l'une des préoccupations intellectuelles des technosciences consiste, n'est-ce pas, à redonner vie, n'est-ce pas, à l'humanité à partir des prouesses technoscientifiques qui se déclinent de plusieurs manières. Mais nous pensons que si, face aux technosciences, le sujet donc devient donc un être ontologiquement phagocyté, métaphysiquement anesthésié, réflexivement réifié, alors on aboutirait donc à un vide. C'est ce que j'appelle le vide ontologique. Donc, je pense que pour donner un sens au sens de ce que doit être l'homme, de ce que doit être l'humain, il faut repenser, n'est-ce pas, le sens premier de la définition que nous avons donnée aux sciences humaines, puisque à un moment, la tentative, le saut qualitatif que l'on met en évidence pour chercher à percer son mystère dénote qu'il serait non pas certain, mais plausible de le maîtriser. Et à ce niveau, n'est-ce pas, vous avez posé préalablement tout à l'heure, n'est-ce pas, la question, n'est-ce pas, de la statisticité du sujet. Le sujet, n'est-ce pas, devient, n'est-ce pas, un objet, un être fait au lieu de faire, un objet agi au lieu d'agir. Donc, je pense en ce état de cause qu'il est important que les technoscientifiques s'abreuvent à la mamelle initiale de la métaphysique, puisque leur survie dépend de, n'est-ce pas, la métaphysique, parce que la métaphysique n'est pas là pour ressusciter la vieille querelle qui a existé au sujet
de l'essence même du devenir, ou alors l'essence de l'être là. Mais il s'agit plutôt, n'est-ce pas, de faire naître un dialogue, hein, un dialogue qui permettrait, n'est-ce pas, aux technoscientifiques de mesurer quand même, d'une manière tempérée, mesurée, n'est-ce pas, jusqu'où peuvent nous conduire les technosciences. Et là, je conclus par un de nos anciens, le professeur Manga Binaki, a dit que il faut, au lieu d'invalider X pour valider Y, il est important que nous mettions en évidence la solidarité épistémique des camps des bâtisseurs de la preuve. Oui. La question que j'ai envie de vous poser, la réponse est peut-être toute faite, mais c'est davantage pour que vous essayiez de nous dire, est-ce que les technosciences peuvent prendre en charge tout l'homme? Je repose la question. Oui. Est-ce qu'il reste encore de la place pour d'autres disciplines en dehors de la technoscience? Il y a toujours de la place pour tout le monde. Mais il faut se fonder sur un principe. Il a parlé de la solidarité épistémique que moi j'appelle interdisciplinarité. Et il n'est pas question de penser qu'une discipline est supérieure à l'autre ou alors qu'une discipline envahit l'autre. Tous les discours qui participent à la réalisation d'une connaissance sont des discours compétitifs. Et il faut que chaque discours, pour se rendre pertinent, trouve les moyens de s'imposer. Parce qu'il n'y aura pas de dialogue entre la science et les humanités. Il y aura plutôt mise en compétition. Et c'est ça que je demande dans le tout premier livre que j'ai écrit en 2012, Penser la philosophie à l'aide des technosciences. Il s'agit de deux discours compétitifs qui se livrent à une bataille. Et nous avons l'impression que la matérialité des productions scientifiques est en train de mettre en berne, si on devient un peu négligent, l'option philosophique de la compréhension de l'humain. Et je pense que le dernier paragraphe de la préface qu'Antoine Manga Binapé, son âme, fait de ce livre, le démontre très clairement. Même si les sciences peuvent nous fournir un ensemble, un arsenal de facilitation de notre parcours existentiel, il faut comprendre qu'elles n'ont pas tout dit sur l'homme. Elles n'en ont même pas l'intention. Il faut s'ouvrir à une sorte d'interdisciplinarité. C'est à ce niveau que ce matin, je suis très admiratif du docteur Enyege, qui s'est débarrassé de ses oripeaux chrétiens et de tout son spiritualisme radical qui nous met souvent en opposition. Et là, je le félicite. Il a parlé des mythiques et non des mythologiques. C'est un grand pas. Ça signifie qu'on est en phase dans les modalités de la discussion qui nous met ensemble ce matin. Et c'est ça la philosophie. C'est-à-dire parvenir à se débarrasser de ces préjugés pour entrer dans une défense objective de ces positions. Félicitations, chers collègues. Là, je dis que le docteur devient le vicaire temporel de vos Non, il n'en devient pas un vicaire. Ce qu'il fait, il entre dans un processus d'objectivation. Ou alors, il veut tout faire pour donner des critères d'objectivité à ses prises de position. Peut-être attendre à la fin pour dire ça parce que vous ne savez pas ce qu'il va dire tout à l'heure. Non, déjà, sauf s'il va fausser les bases. C'est la corruption. Non, ce n'est pas une corruption. Sauf s'il va lui-même fausser les bases qui ont donné lieu à son point de départ. Hein? Son point de départ dans le débat de ce matin. On ne faut pas qu'il aboutisse à une contradiction. Voilà. Bon, là, je le félicite. Vraiment, félicitations. Bon, ce que je dois dire présentement, c'est que l'ouverture à l'interdisciplinarité signifie quoi? Les humanités traduisent les manifestations de l'humain socialement. Voyez-vous? Bon, maintenant, qu'est-ce qui rend possible ces humanités? Il y a des conditions matérielles qui ne peuvent être comprises qu'à partir de la biologie. Et à partir de l'effort techno-biomédical qui rend possible la mise en forme
hein, en conditions acceptables de cet homme qui a une haute idée de lui-même, qui ne peut pas se comparer au singe, parce que ce serait désobligeant pour le singe, mais qui sait qu'il est un homme. Et il est un homme pourquoi? Parce que il s'auto... Le professeur même parlait de réification. Il s'auto-réifie. Voyez-vous? Il s'auto-discipline, il s'auto-gère. Il est acteur et auteur du sens de son existence. Et non qu'à partir des principes métaphysiques, il veut s'appréhender comme préalablement défini, avant même l'existence. Non, c'est pas ça. On entre dans un essentialisme qui parle de l'homme sans l'homme. Mais lorsqu'on veut parler de l'homme avec l'homme et pour l'homme par l'homme, il faut bien qu'on interroge les conditions de possibilité de cette réalisation en tant qu'humain de l'homme. À partir de là, on ne peut pas faire fi des sciences physiques, biologiques et chimiques, parce que ce sont ces sciences qui sont les instances définitionnelles même du sens de la capacité qu'a l'homme à s'auto-proclamer un être autonome. Voyez-vous? Ainsi, pourquoi je m'invite à l'interdisciplinarité? Et je suis content que le professeur Menyomo ait évoqué le professeur Antoine Mangabina. Parce que il a passé sa vie à mener le philosophe à comprendre que l'ouverture à l'interdisciplinarité est la solution la plus adéquate pour parvenir à une compréhension plus élargie de l'homme. Parce que on ne peut pas nous dire qu'il appartient aux sciences humaines de nous fournir l'information qui révélera quelles sont les conditions pour que l'homme soit capable de penser. Non, c'est les sciences biologiques. C'est la neurologie plus fondamentalement. On ne peut pas aller ailleurs pour comprendre cela. La métaphysique, si on est dans le platonisme, ne peut pas nous servir la réalité de la construction, c'est-à-dire la réalité qui est le mobile rendant possible la construction de sa subjectivité. Sinon, on entrerait encore dans... Ça ne peut pas à elle seule nous servir, ou Non, bien ça... ne peut pas nous servir. J'ai dit... Il n'y a pas, même dans la biologie, quelque chose à prendre dans la psychologie, dans la métaphysique, pour pouvoir... C'est pour cette raison que j'ai parlé d'interdisciplinarité. Oui. Mais j'ai dit que si on reste dans une approche platonicienne, on ne comprendra jamais les conditions de réalisation d'un sujet. Je crois que nous sommes tous d'accord. Oui, oui. Docteur Nyege, Oui. est-ce qu'il s'agit d'un discours en compétition ou des discours complémentaires, finalement? À l'heure où nous parlons, on a l'impression qu'il y a une technocisation de la société. La société contemporaine est ultra, on va dire, sensible aux prouesses techno-scientifiques. Et ce qui est inquiétant, parce qu'à ce moment-là, il y a comme une compétition entre les disciplines. Il y a comme une hiérarchisation entre les disciplines. Les disciplines scientifiques sont mieux regardées, mieux vues, mieux appréciées que les disciplines, on va dire, les arts, lettres, les sciences humaines, et même sociales. D'une certaine manière, on va même dire arts, lettres, philosophie, sont en quelque sorte décrédibilisés actuellement. C'est cette espèce de, on va dire, compétition, ou plutôt cette espèce de préférence des matières scientifiques par rapport aux matières littéraires qui pose actuellement problème. Je crois que c'est le nœud même de notre thématique. Alors, Monsieur le professeur Mouchili vient de parler de l'interdisciplinarité, là où le professeur Munyoma parlait de complémentarité. Alors,
pour garantir cette complémentarité, cette interdisciplinarité, il n'y a pas de meilleur moyen que de promouvoir toutes les disciplines de l'expérience humaine. Les promouvoir ne signifie pas les mettre en rivalité, en compétition, mais chercher leur rapprochement, parfois leur imbrication, sans pour autant aboutir à l'absolutisation d'une discipline qui va damer le pion sur toutes les autres disciplines. Je crois qu'on doit entrer dans la digitalisation avec un regard autonome sur les arts, les lettres ou les sciences sollicitées. C'est-à-dire, on ne doit pas faire fondre, on va dire, l'empire scientifique dans le seul domaine informatique. Il doit y avoir une certaine hiérarchisation qui permette vraiment de voir ce qui est du domaine de l'informatique pure et de ce qui est du domaine de l'informatique comme moyen de communication, moyen d'information et du dialogue. Docteur Nyege, est-ce qu'on ne peut pas déjà voir l'informatique comme une science en bout de chaîne? C'est-à-dire qu'une science qui ne travaille qu'avec des données qui sont conçues et fabriquées par la sociologie, par exemple. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut parler, est-ce que l'informatique n'est pas davantage un organome? C'est ce que je viens de dire. Oui. C'est un outil, un moyen plutôt, une technique, une technologie qui permet d'utiliser ou plutôt de répondre aux besoins de la société sans exclusivité. C'est un moyen de communication, c'est un moyen de communication, d'information et du dialogue. Et le langage, le dialogue entre humanité et technique est essentiellement à ce niveau-là. Il faut un équilibre. Pour qu'il y ait cet équilibre, il faut sortir de ce que Habermas appelle, dans son article de 1968, je crois, à l'occasion des 70 ans d'Herbert Marcuse, science et technique comme idéologie. Alors, tandis que la science et la technologie essaient de maîtriser la nature, il se produit un effet inverse de la maîtrise de l'homme comme un élément de la nature. Et donc, c'est là le risque dans l'informatique, en rapport dans les nouvelles technologies, en rapport avec les disciplines, les matières de l'expérience humaine. Il faut toujours avoir un pied en arrière par rapport à la sollicitation, par rapport à l'appel de la mode, parce qu'il y a risque de ce qu'on appelle la technocratie. La technocratie qui est l'hyper-pouvoir des sciences et techniques sur la vie et les activités de la vie humaine. Il y a cela. Pour éviter donc de sombrer dans le tout digital, le tout informatique ou le tout artificiel, il est bon de revenir, ou plutôt d'établir une échelle de valeurs comme celle que je retiens de Simone Veil, qui a établi une hiérarchie des valeurs à 4 paliers. Les valeurs intellectuelles, les valeurs spirituelles, où on trouve l'idée du bien, du beau, du vrai, du juste, faisant appel à la métaphysique. Ce qu'il faut chercher pour l'homme dans sa nature intérieure, pour son épanouissement. À côté de ça, il y a les disciplines de la vie intellectuelle, à savoir la science, la philosophie, la science avec toutes ses branches, la philosophie, les arts, le travail manuel. Place au travail manuel, le deuxième palier des valeurs. Alors, au-dessus de ces valeurs-là, il y a des valeurs de l'univers, on va dire, politique. Des valeurs telles que la démocratie, la patrie, ou je ne sais pas quoi, la culture, etc., etc. Ces valeurs sont
des valeurs qui, comment dire, qui nourrissent l'humanité en l'homme. En dessous de ces valeurs, au dernier palier de ces valeurs, quatrième ordre de valeurs, on a donc les valeurs purement matérielles, telles que les biens matériels, etc., l'argent, avec tout ce qu'il y a là. Mais on se rend compte que avec l'engouement de la technoscience contemporaine, on a l'impression que la science s'est détachée de la noble place qu'elle auparavant, pour se mettre au dernier palier des valeurs purement matérialistes, purement économiques, etc., etc. Ce qui pose actuellement problème, parce qu'à ce moment-là, il se crée comme un embrouillamini qui disqualifie les autres des valeurs. Alors, pour finir, je ferai ce qu'on a, comment dire, l'idée est là. C'est-à-dire que pour finir cette hiérarchisation des valeurs, pour maintenir la science à sa place, il faut qu'elle soit un peu détachée des applications techniques. Un peu détachée des applications techniques. Sinon, à ce moment-là, on sommes dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, le matérialisme avec tout ce que cela comporte. Professeur Mignomo, est-ce qu'il ne faut pas aller vers une coopération entre les disciplines, une coopération réelle, en sachant que lorsqu'on est dans une étude, à tel niveau intervient telle humanité, à tel niveau intervient la symbolisation, à tel niveau intervient l'informatisation. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers ça? Je pense que oui, il faudrait, pour éviter la prédominance ou la préséance épistémologique d'une discipline sur une autre, qu'il y ait bien évidemment une sorte de complémentarité, une sorte d'uniformisation, une sorte d'unilatéralisation. Puisque, n'est-ce pas, le technolatrisme qui fait école autour de cette table à travers les thèses que promeuvent, n'est-ce pas, les partisans du scientisme décisif et incisif, nous amène à comprendre qu'il est temps, n'est-ce pas, de taire les querelles qui me semblent inadéquates et inopportunes en ce qui concerne le débat sur la patrimonialisation épistémologique, n'est-ce pas? Donc il faut, n'est-ce pas, que les technosciences s'allaitent à la mamelle nourricière de la métaphysique, que l'informatique s'allait à la mamelle nourricière de l'éthique, que la physique, n'est-ce pas, s'abreuve à la sève de ce que j'ai appelé à la suite des philosophes postmodernes comme Gadamer et Michel Foucault, n'est-ce pas, de la grammaire existentielle, que, n'est-ce pas, l'astrophysique, n'est-ce pas, cherche à s'inviter dans le débat, n'est-ce pas, autour des questions ontologiques, pour que, ensemble, cet arbre épistémologique dont Descartes avait déjà fait l'éloge, pas l'éloge, alors, parce que ce sont des expressions que le professeur Mouchel n'aime pas beaucoup, avait déjà dressé le tableau, puisse nous amener à comprendre que, n'est-ce pas, chacune des disciplines peut servir de boussole, d'auréole existentielle à une autre. Cela fera en sorte que, n'est-ce pas, ensemble, le discours épistémologique ne s'abrite pas sous le toit des polémiques rituelles, hein, n'est-ce pas,
auxquels se livrent les partisans ainsi que les adeptes de chacune de nos chapelles. Et à partir des thèses israéliennes, dans son ouvrage israélien sur la Noëme et la Noëse, on constate que non pas dans le but de ressusciter le débat sur la préséance des technosciences, les humanités, voilà, des humanités sur les technosciences, il est important que, n'est-ce pas, soit valorisé le tout. Et c'est ce tout qui peut donc conduire à ce que j'ai appelé tout à l'heure, à la suite du professeur Mangabina, la solidarité épistémologique. Puisque la question qui nous divise, c'est celle de la messianité du discours technoscientifique, qui devient, n'est-ce pas, pour nous, pour moi particulièrement, un problème, puisque les problématiques qui sont articulées autour de cette messianité, n'est-ce pas, démontrent à suffisance que, n'est-ce pas, le discours technoscientifique est devenu comme c'est, comment je peux dire, c'est tribunal qui fait automatiquement le requiem et signe même l'acte de décès des autres disciplines scientifiques, sans pour autant leur donner une chance, n'est-ce pas, autour d'un pléthore de se réhabiliter. Voilà ce que j'ai à vous dire. Professeur Bouchili, on ne va pas parler comme si les technosciences étaient sans humanité. Je voudrais avec vous, cette fois-ci, rechercher les humanités dans les technosciences. Comment est-ce que les technosciences participent-elles des humanités? Les technosciences ne participent que des humanités. Il n'y a pas une volonté malsaine technoscientifique de vouloir annihiler l'homme. Ce qu'il faut dire, c'est d'éviter de croire que, ou alors c'est de croire que en faisant la promotion de toutes les disciplines, on réussira, parce que ce n'est pas possible. Les sciences, dans leur fonctionnement, traquent notre attention et nous maintiennent cette attention vers elles et sur elles. Il est question pour les autres discours de fonder leur pertinence sur des principes de démonstration qui attireraient autant notre attention. Il n'est pas question pour les sciences d'envahir ou de faire disparaître. Puisque, prenons les sciences physiques modernes, le principe de complémentarité en sciences physiques modernes est une explication métaphysique de la réalité physique. Voyez-vous? Je ne veux pas entrer dans les détails pour qu'on aille jusque-là. C'est pour ça que quelqu'un comme Gaston Bachelard a parlé en son temps de la métaphysique objectivement rectifiée. Ça, c'est une chose qu'il faudrait retenir. Et ne pas croire que la science, dans ses envolées, veut à tout prix détruire ce qu'on veut entendre dans les humanités comme faisant l'essence de l'homme. Non. L'homme veut répondre à deux questions. Que signifie humain? Que signifie l'homme? Et vers quelle destination aller pour l'accomplissement de cet homme? C'est ça les questions fondamentales et existentielles qui se posent à nous. Bon, maintenant, il faudrait nous dire quelle est la discipline qui répond le mieux à cette préoccupation. C'est-à-dire, que signifie homme et vers quelle destination veut-il aller? Voilà les deux questions auxquelles répondent toute l'histoire de la philosophie de l'existence et à laquelle s'invite la science. Voyez-vous, la science va donc nous demander de savoir quelle aptitude avons-nous
à penser arriver à un tel point et de quels moyens faut-il disposer pour y parvenir? Ça, c'est la réponse de la science à ces problèmes. Bon, maintenant, est-ce qu'au bout du parcours, l'homme continue à être l'homme? On dit en science, oui, parce que l'homme se manifeste dans sa capacité à être libre. Et la liberté n'est pas donnée. C'est un processus historique de libération de soi, des chaînes de la nature, qui pourrait nous aveler ou nous maintenir dans un défaitisme qui nous enferme dans des religiosités inopérantes. Alors, comment donc se construire de manière à répondre aux défis même de l'existence? Puisqu'il faut savoir que l'existence humaine n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un processus comment on appelle ça? De dépassement des difficultés, parce que la difficulté est le chemin que suit l'existence de l'homme. Absolument. La difficulté, c'est le chemin que suit l'existence de l'homme. L'homme est toujours en train de relever des défis. Relever des défis. Et pour cela, il prend des risques. C'est pourquoi on dit que l'homme vit dangereusement. Pour revenir au professeur Antoine Mangabe, n'a pas à son âme, qu'a longuement évoqué le professeur Ernest Menyomo. Bon, si donc, il faut penser l'homme, il faudrait le penser comme un être qui se réalise historiquement parce qu'il cherche avec quoi il doit parvenir à cet épanouissement, avec qui et comment il doit le faire. Et entre autres réponses, la contribution de plusieurs sciences, d'où l'interdisciplinarité. Bon, maintenant, est-ce que dans l'interdisciplinarité, il y a une science qui cherche à envahir les autres? Non. Chaque science exprime sa pertinence. Et au niveau du degré de pertinence, on accepte, alors on est traqué vers l'intégration de cette pertinence. Quand le docteur Enyegue, et c'est à ce niveau que la première pomme de discorde va naître, dit, il faut que la science soit moins applicable technologiquement. Non. Il n'y a que les applications expérimentales qui donnent lieu à la pertinence de toute théorisation. C'est-à-dire, moins applicable. Non. Il faut que les sciences cessent d'être essentiellement appliquées. Non, c'est pas ce que je dis. Vous pouvez reprendre. La science se décale un tout petit peu des applications. Voilà, il n'y aura plus moyen de poser le principe de pertinence d'une théorie s'il n'y a plus possibilité de tester expérimentalement ce qu'une théorie dit. Aujourd'hui, dans le contexte où nous vivons, il n'y a de science que ce qui est non pas seulement théorique, mais techniquement expérimentable. C'est-à-dire, théorie et expérimentation ne peuvent se dissocier en aucun cas. À partir du moment où la science fait de sa méthodologie une activité de démonstration et d'expérimentation, il faudra toujours que toute théorie se fonde sur une pertinence que démontre le principe d'expérimentation. Est-il possible de créer à l'intérieur de ces deux dimensions de la science un décalage? Moi, je pense plutôt qu'il faut se dire que les inspirations conceptuelles vers lesquelles nous amène la philosophie peuvent servir ou bien peuvent être exploitées à la création de nouveaux concepts techniques en sciences. Et aussi les dérivés, et non les dérives, de la technologie qui pour vous pourrait faire peur devrait permettre à la philosophie de s'enrichir conceptuellement. Pourquoi? Parce que
rester dans une éthique angélique, métaphysique, préalable, a priori, pourrait nous faire sortir du principe existentialiste dans lequel s'inscrit le conditionnement de l'homme par l'homme au cours du temps ou alors pendant son histoire. Dr Nyege, est-ce que les sciences humaines subjectives font quand même un effort? Parce que de ce que le professeur Mouchili dit, c'est vrai qu'il parle d'interdisciplinarité, mais on lit bien chez lui une concurrence entre les disciplines. Tout à fait. Il y a une suprématie de la méthode scientifique sur les autres méthodes. J'ai pas envie de dire comme sans ça. doute, il a parlé de la pertinence méthodologique. J'ai pas envie de, j'ai pas envie de dire comme ça tout de suite. C'est-à-dire, c'est de rester dans dans l'esprit de ce qu'il a dit, Oui. et de se dire, peut-être que c'est aux autres sciences de démontrer ce qu'elles peuvent faire. Je crois que c'est ça, professeur Mouchili. Donc, que font, et dans le même sens, j'ai envie de dire, ma question c'est que font les sciences humaines pendant ce temps? Avant de répondre à cette question, je voudrais quand même revenir sur un certain nombre de points qui ont été évoqués. Alors, il faut voir que derrière l'attitude ultra-scientiste de la société actuelle se cache une pathologie qui est celle du scientisme. Le scientisme a deux directions, deux pans. L'admiration de la toute-puissance de la science et l'admiration également des applications techniques de la science. Ça, c'est le scientisme qui naît donc de ce que la science fait montre dans la société. Elle est comme le moyen le plus efficace et non le moins rassurant qui puisse sauver l'homme ou qui puisse aider l'homme dont la vie n'est faite que des difficultés. La science et la technique, on ne dit pas, je ne sais pas, science pour parler de la technique, on parle de la science et de la technique, ça veut dire qu'il y a deux domaines bien différents. La science grecque, il faut toujours revenir en grec, les Grecs avaient une science, on peut dire une science purement théorique. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur qu'en produisant des applications techniques, en produisant ce que leur faisait voir la science, ces applications techniques-là pouvaient être mises aux mains des hommes sans scrupules et détruire la société. Ils préféraient donc les garder secrets pour ne pas qu'il y ait cette destruction de l'humanité qu'on peut observer actuellement. Alors, quand je parle de décalage entre la science pure et les applications techniques, c'est pour voir en même temps la préséance de la technique sur la science. De tout temps, l'homme a toujours été un homo faber, c'est-à-dire un technicien. Il n'est devenu homo, je ne sais pas, technicus ou scientificus, ou comme on voudrait. Sapiens, tout simplement. Pas sapiens. Sapiens, c'est autre chose. On peut dire l'homme grec, c'est l'homo sapiens. Ouais. On peut se limiter. Après, c'est l'homme scientifique qui naît après Descartes. Qui naît après Descartes et qui se perpétue dans le monde actuel. Alors, il faut voir ce que Herbert Marcuse appelle l'homme unidimensionnel. On converge vers l'homme unidimensionnel à l'ère du scientisme, à l'ère du technologisme, à l'ère de l'hyperpuissante rationalité de la technoscience. C'est que, à la suite de Herbert Marcuse, fait dire à Pius Ondoa, la pensée unique, qu'il y a nécessité de penser la multirationalité ou la plurirationalité. La science à elle seule ne peut pas résoudre tous les problèmes de la vie humaine. Il faut donc qu'elle
ou plutôt que l'homme accepte de promouvoir d'une certaine manière toutes les autres disciplines au même niveau, car attendre uniquement vers les applications techniques, parce que sans les applications techniques, la science n'a pas de valeur. Vous convenez avec moi? Ce qui fait le prestige de la science, ce qui fait la supériorité de la science sur les disciplines théoriques, ce sont les applications techniques. Or, les applications techniques peuvent être développées indépendamment de ce qu'on entend par science. Aujourd'hui, Il y a quantité de découvertes scientifiques qui sont théorisées sans être appliquées. l'exemple. Non, moi, je sais pas moi de vous le dire là maintenant. Ça existe. Il y a. Non, moi j'attends des exemples. Je ne veux pas seulement qu'on dise Donc, comme ça. il ne faut pas Oui, oui. confondre, Oui, oui. je voudrais en venir là, il ne Oui. faut pas confondre la science à la technique ou aux applications techniques. Il faut les dissocier pour voir que les applications techniques qui sont de l'ordre de la matérialité appartiennent à un ordre de valeur purement inférieur à la noblesse de la science. À la noblesse de la science qui est un ensemble de connaissances constituées. Et peut-être une Et phrase la juste pour vous technique relancer. qui est cet ensemble de Et leviers peut-être qui permettent à l'homme une phrase juste de... pour vous relancer. Oui. Oui, parce que je pourrais oublier en temps. Ah, vous voulez que la science revienne à sa définition étymologique, c'est-à-dire scientia, qui est la recherche d'une connaissance qui se limite à la contemplation. Non, je n'ai pas fini. Professeur Bouchir, Deuxième phrase. je voulais appeler... il a dit quelque chose, je voudrais qu'on prenne ça en compte. Oui, oui. Il a dit Oui. qu'il fait bien la différence entre la science et la technique. Non, ce n'est pas la science contemporaine. La science contemporaine n'est plus une science d'observation, n'est plus une herméneutique. La science contemporaine n'a de pertinence qu'en fonction du fait que ces théories ne sont vraies qu'à la dimension de leur application ou de leur expérimentation. Ça, c'est la loi en science. Ça, c'est un principe de loi de science. Et il a dit les Grecs. De quels Grecs s'agit-il? Est-ce que Démocrite a pensé comme ça? Est-ce que Thalès a pensé comme ça? Oui. Est-ce que Lucrèce a pensé comme ça? Vous savez ce qui a été Est-ce que la Aristote de Samos révolution, a pensé comme ça? la Oui, oui. révolution C'était pour une grecque. parenthèse. Oui, oui. La révolution grecque, Oui, je crois que oui. ça a été l'objet d'un de mes articles, vous avez lu précisément. Ce que la Grèce antique a fait de révolutionnaire Oui. par rapport au conservatisme, à l'élitisme égyptien, Oui. c'était de détacher la géométrie des applications techniques et la concevoir d'abord intellectuellement, conceptuellement. C'est comme ça, quand on dit que la science est Est-ce née une en révolution Grèce, régressive la ou science progressive pour vous? s'est détachée de la matérialité, de l'empiricité, Oui. pour se hisser au niveau du concept. Bon, Et qu'est-ce c'est- que la géométrie aujourd'hui? la géométrie aujourd'hui, c'est une géométrie formelle. Aujourd'hui? Oui, bah, enfin, sans la mathématique, sans l'algèbre, la géométrie, c'est un langage. Ce n'est qu'un pur langage. Je vous en prie. Elle est La utilisée géométrie- par la physique et la Attendez. mathématique. Oui. La En dehors géométrie de est ça, est la dimension mathématique qui permet le plus possible la maîtrise de l'espace. Je suis C'est en pour cette raison train que- de vous faire comprendre Oui, oui. qu'on a fait le détour du génie grec, Oui, oui, du miracle grec oui, à l'Égypte antique. oui. Et vous voyez, c'est un retour en arrière d'une certaine manière. Les Grecs ont révolutionné la science en la hissant au niveau du concept. Ce que les Égyptiens n'ont pas fait. Les Égyptiens, si vraiment on dit que la science est née en Grèce, c'est parce que les Égyptiens étaient conservateurs, ils n'étaient pas démocratiques, ils étaient égoïstes. L'égoïsme qui anime l'homme africain fondamentalement. Vous voyez que le Et ils ont francophonie réapparaît élevé, avec son occidentolâtrie. élevé la science au niveau du concept et l'ont essayé de la démocratiser. Oui, oui. Alors, il faut bien voir qu'il y a une différence entre la science et les applications techniques. Mais sans ces applications techniques, j'ai dit qu'il y a une différence, vous ne direz pas le contraire. Sans ces applications techniques, la science n'est qu'une discipline comme la poésie, comme je ne sais pas quoi,
l'ontologie, comme c'est la métaphysique. Sans les applications techniques, la science est la métaphysique. La science doit accepter son nom qui est d'être une métaphysique. Ah oui, c'est là. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole, mais vous avez déjà monopolisé. je vais chuter au niveau de la libération des chaînes de la nature. Puisqu'il a parlé que la science aide, ou plutôt participe, contribue à la libération de l'homme en étendant les chaînes de la nature, en le débarrassant des chaînes de la nature. Mais ce qu'il oublie, c'est que plus l'emprise de la nature s'éloigne, plus une emprise cruciale naît en retour, qui est l'oppression et l'aliénation que procure donc l'hyper-mathématisme, l'hyper-matérialisme contemporain. Docteur Nyege, on a oublié ma question. Vous, non, il a parlé pendant 7 minutes et vous voulez revenir à lui. Non. Je vais poser la question, c'était bon pour M. Mignon, même vous si jamais... Vous commencez avec moi après... Oui, il faut commencer avec vous encore. Ma question était celle de savoir comment est-ce que les sciences humaines s'objectivent. Quel est l'effort qu'elles font pour... Parce que même quand on a étudié l'histoire de la philosophie, on nous a enseigné qu'à un moment donné de l'histoire, la psychologie, la sociologie se sont retirés de la philosophie. Et la question qu'on s'est posée, c'est qu'est devenue la philosophie après que ces autres disciplines se soient retirées. J'ai envie de faire, même si ce n'est pas exact, le chemin exact, après que la science, la technoscience soit venue, comment je veux dire, phagocyter, disons ça comme ça, parce que, qu'on le veut ou non, tout le monde raisonne à partir de la technoscience aujourd'hui. On a des outils qui commandent notre quotidien, au point où, même sans avoir besoin de suivre notre débat, on est tenté de... Quand on cherche une définition aujourd'hui, la première personne à laquelle on pense, c'est pas le professeur Mouchili, on va l'appeler pour lui demander. C'est son téléphone, c'est Internet, c'est... Du coup, la technoscience nous a arraché de la notion de la relation. Et la question que je pose, c'est justement celle de savoir comment est-ce que les sciences humaines font pour reconquérir l'homme au moment où il a été totalement, complètement séduit par les technosciences. Alors, comment est-ce que les sciences humaines... En termes d'objectivation. En termes d'objectivation, font pour reconquérir l'homme. Je crois que la question est celle de savoir, en temps de technosciences, les sciences humaines ont-elles encore une valeur salutaire? Moi, je veux dire que notre société, la société actuelle, est une société, on va dire, techniciste. De telle sorte que les sciences humaines et sociales n'ont de pertinence que celles essayent de calquer leur méthodologie sur celle de la science. Méthode d'observation, d'hypothèse, d'expérimentation et de législation. Les sciences humaines et sociales contemporaines tendent vers cette, on va dire, cette modélisation. Or, en voyant ainsi les choses, on est dans la même dynamique techniciste ou plutôt scientiste de la société. Donc, le salut de l'homme ne peut venir que d'une controverse, d'une rhétorique de l'alternative, ou même peut-être pas de l'alternative, d'un alter discours pour un alter monde. C'est que dit le professeur Pujundo, que j'aime citer, l'alter mondialité, l'alter monde, c'est-à-dire créer, inventer un autre avenir, une invention du sens à donner à l'existence humaine. Ça veut dire que la société actuelle est contaminée de fond en comble de science.
Est-ce qu'il aime le professeur Mouchili? Parce que... Professeur Mignot-Moro, pourquoi la technoscience fait-elle peur? Pourquoi la technoscience fait-elle peur? Oui, elle fait peur parce qu'elle est à la fois provocatrice, n'est-ce pas? Déshumanisation, désontologisation et même artificialisation de l'existé. Aujourd'hui, n'est-ce pas, le réel ou l'existence est totalement réifié ou phagocyté, anesthésié, parce que le sujet devient essentiellement un être mathématisable, algébrisable, algorithmétisable, au point où il ne sait plus ce qu'il est. Il est donc un être en faillite. Il y a absence de code, perte d'éthique et déboussolement ontologique. Alors, il y a donc perte de repères. Cette perte de repères conduit automatiquement à ce qu'un auteur comme Yves Michaud a appelé la crise sapientielle. Cette crise sapientielle qui a pour élément factice, n'est-ce pas, la remise en question du techno-messianisme. Je suis permanemment gêné qu'on ait toujours sur cette table un vicaire temporel permanent qui fait l'éloge, n'est-ce pas, l'enchevêtrement des prouesses scientifiques. Je voudrais tout simplement l'amener, non pas à le dissuader, mais à comprendre qu'il est temps d'être assez pondéré, mesuré, puisque nous ne reconnaissons pas totalement l'idée selon laquelle, ou alors nous ne validons pas l'idée selon laquelle la technoscience n'est pas aujourd'hui un moyen qui nous permette, n'est-ce pas, de nous accomplir, de nous faire, de nous réaliser. Mais nous amenons les uns les autres à beaucoup plus de prudence, de tempérance, à comprendre que le sens à affecter au réel ou au sens de ce qu'est le réel ou de ce qu'il doit être consiste non pas à être le vicaire d'un discours technolatrique ou alors scientifico-latrique qui fait le requiem des préoccupations ontologico-métaphysiques. Il s'agit donc de reconnaître d'abord que oui, n'est-ce pas, la science, au sens grec du terme, comme l'a si bien dit le docteur Négré, n'est-ce pas, était salutaire. Puisque il faudrait, à la suite de ces prouesses, n'est-ce pas, essayer de rationaliser son applicabilité, son modus, à la fois vivendi, mais aussi operandi. Donc, je ne vais pas fondre dans un pessimisme ontologique pour dire que oui, la science fait totalement peur, mais je voudrais plutôt attirer l'attention de ceux qui pensent que sans la science, rien n'est, rien ne sera, tout sera perdu. Ce discours alarmiste m'amène à démontrer ou alors à amener l'archevêque du métropolitain du technoscientisme ici présent de comprendre qu'il est temps, n'est-ce pas, de repenser à nouveau frais, n'est-ce pas, le discours technoscientifique. Il ne fait pas peur, il est un moyen. J'ai envie de vous appeler Monseigneur. Professeur Mouchili, est-ce que vous pensez que
Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas suffisamment éduqué à la science? Et c'est peut-être la raison des peurs. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas suffisamment éduqué à la science? Faut-il éduquer à la technoscience? Peut-être pas à la science, j'emploie bien le terme technoscience. C'est dangereux d'entendre un discours sciencephobe ou techno-catastrophiste. Mais ce que je dois dire, c'est que la Chine, que nous admirons tous, a dans son système gouvernant un ministère de la science et de la technologie. C'est qui est un moyen, qui n'est pas une fin. Est-ce que je... Allez-y pour celui-ci. Ce que je dis, tout ce que ces gens ont appelé scientisme, c'est un regard détourné de l'économisme. Non. Je vous en prie. Non, Ibrahim, vraiment, excusez. Il y a possibilité d'un renouvellement technologique. Nous sommes en train de critiquer une facette, dont un des possibles de la science. La science, j'ai écrit, le dernier livre que j'ai écrit, heureusement, c'était aux éditions L'Harmattan, paru en juillet 2022. Existence et science, et c'est sur la croissance technologique. Le financement d'un pan de la science ne signifie pas responsabilisation de la science par rapport aux dérives que nous pouvons vivre. La science, on peut financer l'investissement dans une reconquête de la végétation qui disparaît. C'est pour cette raison que les OGM sont nés. On peut financer la non-destruction du processus que connaît la Terre, qui est notre maison à nous tous. Et j'ai toujours dit, ce n'est pas la science qui a créé le désert du Sahara. Ce n'est pas la science qui a créé le désert du Kalahari. La Terre s'auto-détruit. Et dans la recherche en physique des systèmes complexes, dès le début des années 70, quelqu'un comme Giorgio Parisi a déjà proposé les conditions de possibilité d'une étude objective des sols. Et il dit on pourrait exploiter les OGM pour penser une végétation qui ralentisserait l'autodestruction de la Terre, parce qu'à l'échelle microphysique, les éléments constitutifs de la Terre entrent en collision régulièrement et on arrive à la diminution du diamètre de l'écorce terrestre. Exemple, le désert d'Haïti, Fukushima en 2011, nous renseigne sur le fait que le diamètre de l'écorce terrestre peut diminuer, non pas du fait de la science, mais du fait d'une autodestruction de la Terre. Et c'est dû à quoi? Dû au comportement intrinsèque et initial de la Terre elle-même. Oui, il s'agit d'une manière de ressusciter les thèses d'Einstein. Hein. Est-ce que je peux... Allez-y. J'ai dit les constitutions de la Terre sont par nature des éléments subatomiques qui entrent régulièrement en collision. Et cette collision, même si on a l'impression qu'il y a une constance dans la physique des systèmes complexes ou alors dans la physique quantique qui dit que même lorsqu'un atome a perdu un électron, il ne perd pas de sa masse, cela ne signifie pas qu'on pourrait négliger la dimension matérielle au profit de la dimension essentiellement énergétique parce que la masse serait maintenue. Mais l'écorce terrestre est une dimension matérielle qui s'auto-détruit du fait de ces collisions. Maintenant, comment répondre à l'autodestruction de la Terre pour maintenir le plus possible la pérennité de l'espèce, des espèces vivantes qui vivent, qui se trouvent à la surface de la Terre? Il faut investir dans un renouvellement technologique qui pourrait nous permettre de créer une végétation qui rendra possible le ralentissement, la diminution dans la célérité de l'autodestruction de la Terre. Là, il faut absolument les sciences. Et j'ai dit
que l'économisme qui est né du néolibéralisme, le néolibéralisme et le capitalisme contemporain qui s'est détaché des bases fondamentales du capitalisme tel que pensé par les pères fondateurs comme Adam Smith. On a pensé que la loi de l'offre et de la demande devait désormais équilibrer le marché. Et on a oublié qu'en son temps, Adam Smith disait, il faudrait des instances régulatrices pour que le système économique n'entre pas dans une sorte de concurrence sauvage qui pourrait conduire à des sortes de monopolisation selon qu'on est plus riche que les autres. Et vous voyez le système mondial dans lequel nous vivons, où la mondialisation consiste en l'affirmation des pôles économiques les plus forts. Et ces pôles économiques les plus forts sont des pôles qui investissent dans la recherche scientifique et qui n'est que c'est-à-dire la recherche scientifique, vision actuelle de la production des données qui donne à l'économie une chance de rester dans ce néolibéralisme. Est-ce que, en critiquant plutôt la science, vous n'invitez pas nos hommes politiques à travers le monde qui créent des rencontres au niveau des COP, on va dire les accords de 2015 en France pendant la COP de 21, inviter les uns et les autres à produire moins de charbon, à rendre moins polluant l'activité technologique. Il faut chercher le carburant de nos voitures dans des énergies renouvelables, alors même que ces mêmes moyens peuvent être investis dans la physique des systèmes complexes qui exploiteraient les OGM pour qu'on ait une terre qui ne soit pas en train de vieillir à ce rythme-là. Ce n'est pas la science seulement. Il faut me dire, est-ce que vous avez fait une statistique scientifique pour permettre de savoir quel est le taux de pollution de la nature par la science et quel est le taux de pollution de la nature par la nature elle-même? On n'en parle pas. Même au niveau des rencontres entre les chefs d'État à travers le monde. Parce qu'il y a une idolâtrie du néolibéralisme qui fait que d'autres ambitions d'être pacifiquement dans le monde sont noyées dans cette volonté, dans cette dynamique de l'impatience d'avoir qui fait qu'on s'affirme à travers ce qu'on a, on est puissant par rapport à ce qu'on a et on désinvestit dans tout ce qui peut permettre de développer la patience d'être. C'est ce que je voulais dire. Pour ça, Mouchili, nous avons atteint la fin. On va faire vraiment un dernier tour de table rapide. Mais la préoccupation essentielle que j'ai à cette fin, c'est de savoir, docteur Niégué, s'il y a un débordement de la science, est-ce que ce n'est pas parce que les humanités ont échoué quelque part? Si on considère que chaque éducation commence par des humanités. Vous avez parlé de l'éducation au départ, vous avez eu raison. Nous commençons toujours, tout notre bas âge est constitué d'humanité. C'est parfois bien plus tard qu'on rentre dans les disciplines essentiellement scientifiques. Est-ce qu'il ne faut pas remettre en question les humanités? Remettre en question les humanités, je crois que ce n'est pas la solution. Peut-être que ce n'est pas la meilleure attitude à avoir. J'ai parlé tout à l'heure de la promotion des humanités, du renforcement des humanités à l'ère de l'impérialisme technologique. Ce qui fascine dans la science, ce n'est pas la science elle-même en tant qu'ensemble de connaissances, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce sont les applications techniques. Or, l'homme est de nature corruptible. La science et la technologie ont tellement corrompu l'homme qu'il ne voit plus... Séduit ou corrompu? Je veux dire séduit, mais en même temps corrompu, parce que l'homme ne reconnaît plus l'utilité des humanités. Docteur, si la science et la technologie sont parvenues à séduire l'individu, ça signifie qu'il y a dans cet objet extérieur à l'individu quelque chose que l'intelligence construite ne parvient pas à... Je comprends, mais rendez-vous compte de la fascination qu'exerce sur les jeunes esprits
les innovations technologiques. C'est efficace, c'est facile, c'est beau. Vous voyez, c'est ça, c'est de là que je parle de la corruption. Vous voyez, certains pays, à l'instar du Japon, s'acheminent vers l'élimination pure et simple de toutes les matières littéraires au profit des sciences et techniques. Cette attitude-là est due à quoi? Cette attitude-là est due à l'idolâtrie, à la pensée selon laquelle l'homme ne peut vivre que efficacement. L'homme ne peut vivre que s'il s'entoure des accessoires matériels de toutes sortes qui lui procureraient le bonheur. Docteur Nyege, est-ce que ce n'est pas d'abord la concurrence qui est entre les États qui motive cela? C'est une concurrence, mais elle est ultra technologiste, ultra scientiste. Il faut d'abord comprendre le gros animal qui anime le monde. C'est le gros animal scientifique et technoscientifique auquel n'échappe que très peu d'esprit. Il exerce une telle emprise que nul ne peut être indifférent, même moi qui vous parle. C'est facile quand je prends mon téléphone ou quand j'envoie des choses, c'est tellement molle. C'est la mollesse des civilisations du feu qu'a introduite Prométhée. La facilité. C'est cela. Faisons vraiment. Professeur Benyomo, je reste sur la question. Est-ce que les humanités ne doivent pas se remettre en question? Est-ce que les humanités ne doivent pas se remettre en question? Je ne répondrai pas comme un croyant au bord d'un sanctuaire. Je dirais oui, et j'apporterai des limites à ma prise de position. Tout à fait, les humanités aujourd'hui, n'est-ce pas, font ce aveuglement dans une spéculolatrie qui donne à la science une âme fatale, celle d'annoncer son raison funèbre. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est donc, comme l'a dit mon frère, le docteur Nyege, on est enseveli par, n'est-ce pas, une homélie technomessianique qui édulcore, qui dilue, qui englue même tout ce que les humanités peuvent avoir de laudatif, de bénéfique. Parce que, n'est-ce pas, la science devient aujourd'hui à la fois une perfusion, mais un thermomètre ontologique qui, n'est-ce pas, détient la santé existentielle de l'humain et de l'humanité. Face à cela, je pense que il est donc urgent, n'est-ce pas, d'inviter les uns les autres, ça au sujet de la chapelle, de promouvoir et de prendre en compte l'écuménisme épistémologique. Monsieur Benyomo. Le voilà. François Moussili, Voilà. Bon. je suis désolé. Je m'excuse. Ce que je dois dire, c'est qu'il faut qu'on mette dans notre discours un sens de décryptage de la réalité. Parce que l'économie est une science humaine. Oui. Est-ce que les sciences humaines ont fait faillite? Oui. Parce que l'économie, par exemple, Oui. qui est une science humaine, s'est laissée corrompre par la destination que choisissent les gouvernants à travers le monde pour penser les relations humaines à travers les échanges commerciaux qui contribuent à la réalité. Prof, s'il vous plaît, vous avez la parole, je voudrais rectifier un petit... Ne rectifiez pas. Une petite chose. Vous allez rectifier à la fin. L'économie n'est pas une science humaine. C'est une science sociale, purement sociale. Vous avez C'est parlé. juste un petit... Les humanités ont-elles fait
faillite. J'ai dit l'économie a fait faillite en tant que science qui étudie les comportements humains. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'on a cédé au néolibéralisme au détriment du capitalisme pensé par les pères fondateurs, ce qui amène que nous sommes, ce qui amène le fait que l'humanité croit qu'elle est en ruine du fait de la science. Or, c'est du fait de l'économie. Quand je vous propose d'aller vers les chefs d'État aujourd'hui au Cameroun, aujourd'hui ou demain, vont se réunir. À quel sujet? C'est un sujet de la science. Quel est le nerf de la guerre aujourd'hui pour tous les peuples qui se veulent émanciper? Les systèmes d'échange. Mais est-ce que ce n'est pas la science qui donne à l'économie ce pouvoir? C'est l'économie. L'économie maintenant est utilisée pour l'investissement dans les sciences. Est-ce que je peux finir? Non, finissez. Non. Allez-y, on a fini. Finissez. L'investissement est orienté vers ce qui pollue, par exemple. Mais est-ce que vous savez que les énergies fossiles peuvent être exploitées de manière à ce qu'elles soient transformées en énergie renouvelable? Pourquoi on n'investit pas dans la possibilité pour la science de trouver des conditionnements des énergies fossiles en énergie renouvelable? Oui, c'est la science qui donne du vent en poupe à l'industrie. Je vous dis donc, il est plus facile. Et qui accélère la pollution. Je vous dis qu'aujourd'hui, le système économique mondial aliène les productions scientifiques dans le sens d'une production essentiellement de l'avoir. Mais on ne réfléchit pas sur les conditions de pérennisation de l'espèce humaine. Parce que l'homme vit dangereusement. Et c'est face aux dangers qu'il se réinterroge. Il y a possibilité de renouvellement technologique pourvu qu'on accepte que l'économie se réinterroge et se demande est-ce qu'on ne peut investir que dans les énergies fossiles? Est-ce qu'on ne peut pas investir dans la possibilité de transformation des énergies fossiles en énergie renouvelable? Or, c'est possible, la science le démontre, mais ne reçoit aucun financement à cet effet. Et c'est pour cette raison que vous voyez que les scientifiques en France, par exemple, quelqu'un comme Claude Allègre, chaque fois qu'il parle, on dit qu'il parle seulement. Parce qu'on peut parler dans son sens. En allant dans son sens, on renouvellerait la technologie, on investisserait dans ce qui peut protéger l'environnement, dans ce qui peut protéger la couche d'ozone. Mais puisqu'on a choisi d'investir dans ce qui ne protège pas l'environnement, et on vous amène à vous détourner du problème principal pour entrer dans un problème subsidiaire qui est de critiquer la science alors que la science n'est qu'un ensemble de possibles. Et nous vivons une des possibilités de la science qui peut être changée. La science en tant que productrice des matières, du matériel, est inséparable. Ne parlons pas comme si on ne s'entendait pas. Oui, est inséparable de l'économie. Chers téléspectateurs, c'est la science qui motive l'industrie. On est peut-être arrivé à ce qui fait problème. L'économie, peut-être les systèmes d'échange. La grande concurrence qui entre les nations désormais motive les projets, motive les entreprises, motive les systèmes capitalistes qui portent des initiatives qui quelquefois échappent aux humanités et quelquefois détournent la technoscience. Nous formulerons forcément une autre thématique de débat pour répondre à cette aporie, pour discuter de cette aporie, appelons-la comme ça. Et disons-nous à très bientôt sur Africa TV.